Buenos días a todas y todos. Como estamos en un entorno bilingüe, voy a hablar en francés y presentar. Está escrita en español para que todos puedan seguir. Muchas gracias a la Embajada de Francia para su invitación y estoy muy contenta de estar aquí para presentar a ustedes los recursos. Entonces voy a pasar en francés. Je vais présenter les ressources d'un site internet qui s'appelle Le Fil Plurilingue et qui est au service de l'éducation biplurilingue dans le monde. Alors nous sommes France Éducation Internationale, un opérateur du ministère de l'Éducation français, et à ce titre nous mettons en place dans notre mission de service public un certain nombre de ressources pour bien soutenir et aider dans le monde entier l'éducation bilingue, le français bien sûr, et l'enseignement et du français. Alors juste rapidement, eh bien c'est pas nouveau le fil plurilingue, en fait c'est plus de 20 ans d'expérience au service de l'éducation plurilingue, puisque nous sommes des spécialistes du sujet. Et nous avons commencé avec un newsletter, comme on dit en bon français, et qui s'appelait le billet du bilingue en 2001 et qui petit à petit a donné depuis 2020 le site Le Fil Plurilingue. Vous voyez qu'on est passé du fil du bilingue, que peut-être certains connaissaient, au fil plurilingue pour évidemment étendre la notion au plurilinguisme et intégrer davantage de langues. Alors, la ligne éditoriale du fil plurilingue, c'est d'abord une sélection de ressources qui sont gratuites et de qualité. Toutes les ressources du fil sont sélectionnées par nous, l'équipe éditoriale. Elles viennent de plusieurs sources, je vous expliquerai lesquelles. Elles sont donc gratuites pour tout le monde et sans condition d'accessibilité. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment depuis le site, donc lefilplurilingue.org, obtenir l'accès à toutes ces ressources sans mot de passe, sans code, sans aucune condition d'accessibilité. L'idée est de valoriser le travail des professeurs, qu'ils soient de français ou de disciplines linguistiques, qui travaillent dans les sections bilingues, de mettre en avant leur travail, de créer aussi des possibilités de réseau entre eux, et bien sûr également de valoriser et d'apporter des ressources aux directions et coordinations des sections bilingues qui parfois aussi nous avons besoin d'aider, enfin qui nous demandent aussi des ressources. Ces ressources se veulent pratiques et prêtes à l'usage. Alors nous faisons par exemple des comptes rendus de recherche qui sont vulgarisés. L'idée étant que vous, les professeurs, puissiez en prendre connaissance facilement et rapidement, sans passer par peut-être des pages et des pages d'écriture universitaire parfois un peu difficiles. Donc notre mission c'est ça. Et bien sûr, pour terminer sur la ligne éditoriale, nous faisons la promotion du plurilinguisme, l'enseignement intégré, donc en espagnol c'est AICLE, que vous connaissez sans doute, en français Émile et en anglais CLIL. Donc voilà l'exemple du plurilinguisme ici, c'est-à-dire évidemment l'enseignement d'une matière intégrée à la langue étrangère avec la promotion de l'alternance codique en classe, donc l'alternance des langues, de la langue 1 et de la langue 2. Alors on voit pas tout là sur le mais bon, c'est pas grave, ce qu'il y a après c'est la alternancia codica, c'est-à-dire, je crois, la traduction d'alternance codique. Alors le site a été réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires. Nous, France Éducation Internationale, nous le gérons, nous l'animons et nous mettons en place les ressources. Mais bien sûr, nous faisons ça entouré des acteurs du champ, alors qu'ils soient institutionnels, comme bien sûr l'AEFE et le label France Éducation, avec qui nous travaillons, j'allais dire, quotidiennement. L'Institut français, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères, et puis également des associations universitaires de recherche qui aussi évidemment travaillent sur ces sujets, proposent des contenus intéressants, donc par exemple l'ADEB, du LALA, etc. Et puis nous avons également des partenaires médias qui diffusent aussi et qui ont des ressources pour produire, notamment des ressources pour la classe. Alors je pense à évidemment RFI et TV5 Monde qui font partie du comité scientifique du fil et avec lesquels nous travaillons main dans la main. Voilà. Alors nous nous réunissons tous les 18 mois
pour faire le point sur les projets et lancer de nouveaux sujets. Alors, que trouve-t-on dans ce site? On trouve plusieurs ressources. En fait, on a voulu vraiment travailler pour aider soutenir l'action des professeurs et des chefs d'établissement sur le côté pédagogique, évidemment, avec des ressources pour la classe, pratiques, prêtes à l'emploi, sur différents sujets. Des ressources méthodologiques, donc qui peuvent aider les professeurs aussi dans leur pratique, dans la classe, mais également les chefs d'établissement pour mettre en place une section bilingue. Par exemple, comment implanter une section bilingue. Il y a plusieurs exemples de bonnes pratiques. Nous, on va beaucoup sur le terrain, on est donc un opérateur, on a des missions de formation et d'expertise dans plusieurs régions du monde et on a des retours d'expérience intéressants aussi à mettre en place. Nous avons donc cette partie vraiment pédagogique, méthodologie, et puis une partie argumentaire. On nous demande toujours mais comment on peut parler aux pères de famille, aux mères de famille, enfin aux familles, de ce sujet. Comment peut-on vraiment faire la promotion du bilinguisme et de l'enseignement bilingue, que ce soit auprès d'ailleurs du public ou des autorités éducatives, parfois dans certains contextes qui ont besoin réellement d'informations sur ce sujet. Et donc on a mis en place un certain nombre d'argumentaires, alors sous des formats qui se veulent faciles et attractifs. Je vous en montrerai quelques-uns. Et puis on fait de l'animation, on a des réseaux sociaux, on organise des webinaires. Et je n'oublie pas deux choses, la présentation des systèmes éducatifs bilingues. Alors ça, c'est l'idée de faire des fiches pays. Donc il y en a déjà quelques-unes sur la zone Amérique latine. Peut-être en aurons-nous d'autres à l'issue de notre rencontre, je l'espère en tout cas. Et puis bien sûr des témoignages de professeurs et de directeurs d'école. L'idée étant vraiment, encore une fois, de valoriser le travail des professeurs. C'est très important pour nous. Alors, rapidement, on a un public qui est fidèle, qui nous suit, qui est en augmentation. On a plus de 30 000 visiteurs en 2023, plus de 50% par rapport à l'année dernière. Et on a également des réseaux sociaux actifs. On a aujourd'hui plus de 250 ressources disponibles sur le site. Et en moyenne, nous publions 2 nouvelles ressources chaque mois. Donc je vous invite évidemment, si ça vous intéresse, à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisque c'est là que nous, bien sûr, faisons, notamment informons des nouvelles ressources et des événements du film. Alors, j'avance parce que je sais que le temps est compté. Alors, pour accéder aux ressources, je vous montre rapidement. Donc voilà, quand vous tapez lefilplurilingue.org, qui est l'adresse du site, vous arrivez sur la page d'accueil, qui est celle-ci. Alors, petite parenthèse, nous sommes en train de faire une refonte technique et graphique du site. Donc à partir de septembre, il n'aura plus du tout cette allure-là. Donc ça restera quand même un accès par grand bloc. Donc vous voyez qu'on peut accéder soit par les outils, soit par les ressources, soit par les dispositifs de pays. Et puis nous avons également un programme d'échange, enfin un dispositif d'échange interclasse que je vous présenterai après. Alors si on va dans les ressources pour la classe, on va trouver un filtre par discipline non linguistique. Donc selon évidemment ce qui vous intéresse, vous pouvez filtrer les ressources. Et nous avons, alors je vais passer vite, hein, je n'ai pas le temps de vous montrer réellement toutes les fiches pédagogiques, mais il y en a beaucoup, je vous encourage à y aller. Alors, on a plusieurs choses. Alors, nous avons travaillé avec TV5 Monde, et je vous montrerai après quelles sont les fiches que nous avons faites avec TV5 Monde, qui a maintenant sur son site enseigné le français, une partie enseignement bilingue. Il y a donc les sciences, l'histoire, l'art, j'oublie quelque chose, sciences, il y en a deux, il y a 2 collections d'ailleurs, l'art, l'histoire, les sciences, et ça va me revenir. Ici, voilà, par exemple, on a fait une collection sur la préhistoire. Alors ces fiches ont été faites par les équipes de France Éducation Internationale, donc elles sont prêtes à l'emploi, hein. C'est vraiment les fiches pédagogiques qui sont faciles à utiliser. Nous avons également d'autres types de fiches qui ont été faites soit par des professeurs, avec qui nous sommes en contact et qui ont, lors de formation, produit des fiches, soit par des experts que nous sollicitons régulièrement pour faire des fiches. Alors ici, vous avez un exemple, fiche sport, fiche chimie, donc ce sont des activités qui peuvent être récupérées, que vous pouvez adapter évidemment et qui sont à votre disposition. Voilà pour les fiches pédagogiques.
Si je reviens sur la page d'accueil, donc nous avons également une partie outils. Alors outils, c'est vaste, hein, on l'a divisé en deux catégories. Une catégorie méthodologie, alors dans laquelle on va trouver des interviews, des comptes rendus d'ouvrages, tout ce qui a trait à la recherche et à l'expérience d'enseignement, de la didactique de l'enseignement bilingue, donc vraiment on parle de ça, et également des témoignages d'enseignants que nous rencontrons lors de nos diverses missions dans le monde. Voilà. Par exemple, ici, il y a un abécédaire qui a été fait par l'ADEP, notre partenaire association pour l'enseignement biplurilingue, qui en fait donne des informations aux professeurs sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'enseigner dans une section bilingue et comment ça se passe. Et puis les témoignages des enseignants des sections bilingues au Pérou que nous avons été rencontrés. Alors ça donne des vidéos qui sont là. Alors j'ai mis dans la deuxième version, mais malheureusement c'est pas celle-là qui est présentée, j'ai aussi mis la capture d'écran de la vidéo que nous avons faite cet été au Belk avec Maynor, qui est avec nous, du Costa Rica, qui a été interviewé aussi dans le cadre des vidéos du fil. Et donc ce sont des profs qui racontent comment ils en sont venus à enseigner voilà, dans des sections bilingues, comment ils ont appris le français, comment ils se sont formés, quelles sont leurs difficultés aussi, hein, c'est fait pour partager. Alors c'est intéressant parce que là on a beaucoup de vidéos et on leur demande quel type de projet notamment ils font dans leur section bilingue. Donc ça peut vous intéresser parce que voilà, là ici ce sont des enseignants du Pérou. Et donc voilà, ça peut être intéressant aussi dans une logique régionale hein, de réseau, de voir ce que font les autres professeurs dans des sections bilingues de la région. Voilà. Ensuite, sur la méthodologie toujours, on parlait tout à l'heure, on a des comptes rendus d'ouvrages. Par exemple ici, des spécialistes de l'enseignement des mathématiques. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de géométrie, je crois que c'est Cheryl dans son... Voilà, donc elles ont fait tout un volume sur l'enseignement des mathématiques en section bilingue, qui est très intéressant. Ce sont des comptes rendus, voilà, c'est toujours intéressant. Et puis évidemment, on travaille beaucoup avec le label France Éducation, et on fait des choses avec eux. Notamment des fiches pratiques. Alors ça a été fait en collaboration avec le label il y a quelques années, sur voilà, comment communiquer grâce au label, élaborer un plan de formation, créer une section bilingue. Ce sont des fiches pratiques que nous avons mises en forme en collaboration avec le label, que vous le voyez, qui sont disponibles en espagnol. Il y a beaucoup de ressources en espagnol sur le site, alors voilà, c'est bien aussi parce que ça peut permettre à des non francophones d'aller voir ce qu'il y a. On a également des fiches méthodologiques, alors ici sur l'alternance codique, et puis intégrer langue et contenu. Vous voyez, ce sont des infographies, c'est vraiment fait pour être rapidement lu, compris, avec évidemment des références pour aller plus loin et pour savoir plus sur le sujet, mais ça donne déjà pour les professeurs quelques aperçus sur des bonnes pratiques pédagogiques. Et puis alors dans la partie méthodologie, dans la partie outils, excusez-moi, une partie communication et promotion. On a sans arrêt des demandes, je vous le disais tout à l'heure, de professeurs qui nous disent mais on ne sait pas comment parler de la section bilingue, on ne sait pas comment convaincre même les élèves qui ont à faire un choix, les pères de famille, etc. Et donc on a fait un certain nombre de ressources qui sont faites pour justement communiquer autour de ces sections bilingues et du bilinguisme. Alors je vous en montre quelques-unes en espagnol. Celles-ci ont été faites à destination des enfants et des ados. Elles sont aussi, bien sûr, elles peuvent aussi être partagées avec les adultes. Ont été faites en collaboration avec l'Institut français de Paris, avec qui nous avons travaillé l'année dernière sur ces fiches. Donc ça donne des arguments pour mieux comprendre ce qu'apporte une éducation bilingue et ce qu'apporte l'enseignement, notamment en français. Donc on a fait 2 séries de fiches, une pour valoriser la langue française et une pour valoriser l'enseignement bilingue pour des publics enfants, adolescents, adultes. Donc je vous encourage à aller voir, elles sont téléchargeables et vous pouvez bien sûr les distribuer, enfin les utiliser. Voilà, une autre série de fiches que nous avons faites à France Éducation en interne
Voilà, pourquoi choisir l'éducation bilingue pour une école. Alors on est des militants, vous avez compris je crois, depuis tout à l'heure, on est des militants pour l'éducation bilingue, donc on essaye de mettre à disposition des outils pour voilà, continuer à faire la promotion de l'enseignement bilingue, puisqu'on est convaincu que c'est un dispositif éducatif extraordinaire. Donc voilà. Encore quelques infographies, donc toutes celles-ci sont traduites en espagnol, donc ça peut être utile évidemment aussi pour discuter avec des non-francophones, hein, c'est l'idée de la promotion. Donc je passe rapidement, je vous laisserai consulter les ressources. Bon, je suis là pendant ces 2 jours évidemment pour répondre aussi à vos questions si vous en avez, puisque je crois que le temps nous est un peu compté. Sébastien, je crois. Hein, on va pas pouvoir vraiment... Vamos bien. Bon, ça va alors. Ensuite, pour continuer sur l'accès aux ressources, alors la dernière rubrique, c'est l'enseignement bilingue par pays. Alors ça sert à mettre en lumière des dispositifs bilingues qui, du fait de leur histoire, des ressources, de tout un tas de paramètres dont vous avez parlé d'ailleurs ce matin déjà, les uns et les autres, montrent qu'il y a énormément de dispositifs différents d'éducation bilingue, école publique, école privée, niveau régional, niveau collège d'excellence, etc. Et donc l'idée c'est de donner aussi un peu un aperçu de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc on fait des fiches pays. Ces fiches pays, là encore, vous avez un menu et vous pouvez filtrer sur les pays qui vous intéressent. Aujourd'hui, il y a 43 pays, 43 fiches pays sur ce site. Et à chaque fois, il y a une infographie et un article. Alors les infographies, voilà, j'ai évidemment mis en lumière les 3 que nous avons de la zone Amérique latine. J'espère peut-être à l'issue de notre séjour ensemble pouvoir étoffer parce que c'est intéressant aussi dans des logiques de réseau pour connaître, pour comprendre ce qui se passe. Alors aujourd'hui on a Costa Rica, Équateur et Argentine, et c'est du fait des relations qu'on a pu avoir et des interactions qu'on a pu avoir avec ces pays dans des contextes particuliers. Mais bien sûr, nous serons ravis de créer toutes les fiches des pays Amérique latine. Je le disais, il y a donc un article qui met vraiment en lumière ce qui se passe, ce qui se fait, les projets, les points forts du dispositif, et puis ces infographies qui sont à lire de façon un peu transversale, puisqu'elles reprennent le même schéma à chaque fois, avec le nombre d'élèves, le nombre de sections bilingues, etc., les disciplines non linguistiques enseignées, etc. Alors l'idée de faire ça, c'est aussi de créer derrière des outils de mise en réseau. Et j'ai entendu ce matin, et c'est intéressant parce que c'est une première rencontre régionale ici, et donc évidemment la logique de mise en réseau elle est même inhérente, enfin, elle est dans l'ADN même de cet événement. Ce que nous faisons quand nous avons récupéré toutes les données sur une région, nous créons des cartes interactives. Alors ici vous avez celle que nous avons créée pour l'Europe. Donc ça a commencé à l'occasion de la présidence française pour l'Union européenne en 2022, et puis en 2023 on a élargi à l'Europe continentale. Cette carte, elle est visible sur le site et elle permet de regarder ce qui se passe dans différents pays d'une même zone géographique. Et vous avez des filtres qui sont là-bas par nombre de sections bilingues, nombre d'élèves, année de création, niveau, DNL enseigné. Donc dans une même région, si vous vous intéressez par exemple au niveau de français des élèves ou au niveau d'enseignement du français, à certaines DNL, ça peut intéresser des profs de certaines matières qui voudraient peut-être voir ce qui se passe dans d'autres pays, et bien vous pouvez filtrer sur cette carte et trouver qui dans la zone géographique, quels établissements enseignent sur les critères que vous avez proposés. Voilà. Et à chaque fois, il y a en dessous une fiche sur laquelle vous pouvez cliquer là-bas, un lien qui vous renvoie vers des informations plus détaillées. Alors notre projet pour l'année qui arrive, eh bien, ce serait de faire la zone évidemment Amérique latine. Donc voilà, je vous laisse y penser, mais ce serait vraiment intéressant, et voilà, pour soutenir cette logique évidemment de réseau. Nous nous contentons de récupérer les informations et nous faisons tout le reste. Donc voilà, c'est une pour nous et pour vous sans doute aussi intéressant d'y penser. Alors je ne vais pas m'étendre, mais en parlant de réseau, je voudrais quand même vous présenter pour finir. J'espère que je suis dans les temps, je ne regarde pas trop ma montre, mais je pense que ça va. Ça va. Donc je voudrais vous présenter la dernière chose que nous proposons sur le fil. C'est comment peut-on dire ça, un dispositif d'échange de projets inter-établissements, interclasses.
Alors, l'idée au départ, ça vient du terrain, encore une fois. Les profs que nous allons voir lors de nos missions de formation ou autres nous disent on aimerait bien pouvoir avoir un lien avec un établissement français ou un établissement qui enseigne en français pour pouvoir faire des échanges. Alors, de la mobilité, évidemment, c'est toujours, on vient d'en parler à l'instant avec l'Argentine. Non, pardon, c'était pas l'Argentine, c'était l'Équateur. Pardon. Non, j'ai bien écouté. Mais c'est évidemment ce qu'on peut imaginer de mieux, mais on peut quand même faire des tas de choses maintenant avec les moyens numériques d'échange entre élèves qui sont sans coût, enfin presque pas, et qui évidemment peuvent donner des résultats tout à fait intéressants. Donc l'idée c'était, à partir de demandes de professeurs sur le terrain qu'on a eu, de nous dire faites-nous un dispositif, quelque chose de très simple, une espèce de speed dating, voilà pour l'anglicisme qui arrive, de mise en relation avec des établissements français. C'est-à-dire que l'idée de ce dispositif, eh bien, c'est de dire, voilà, moi j'aimerais bien avoir un projet en français avec un autre établissement, une classe, alors qui enseigne soit la même DNL que moi, soit une autre, enfin, voilà, tout est ouvert, il n'y a pas de requis, mais simplement, voilà, c'est de la mise en relation, c'est des petites annonces, si vous voulez, pour faire ça. Alors, on a eu jusqu'à cette année un partenariat avec la DRAREIC Auvergne-Rhône-Alpes, dont on vient de parler aussi avec le Picasso Mob, auquel on a transmis toutes les candidatures des établissements qui nous écrivaient, et qui ont en fait du mal à trouver à chaque fois un établissement français. Donc on va repenser ce dispositif pour vraiment l'axer sur les sections bilingues entre elles dans le monde entier, avec la possibilité aussi qu'un établissement français puisse rentrer dans le dispositif. Mais c'est plus une promesse qu'on peut faire, puisque de fait, il y a peu d'établissements français qui se mobilisent. Encore qu'en Amérique latine, avec l'espagnol, il y a quand même beaucoup d'établissements français intéressés, mais c'est vraiment vrai pour d'autres. Donc on va faire fonctionner ce dispositif, en fait, avec encore une carte interactive. Aujourd'hui, on a 26 classes. C'est souvent à l'initiative d'un professeur ou d'un coordinateur, voire d'un chef d'établissement, qui nous écrivent. Alors il y a un formulaire en ligne sur le site que vous pouvez remplir, en disant voilà, moi j'ai une classe de 3e, de seconde, qui ont un A2 en français, j'aimerais bien faire un échange avec une autre classe, peut-être où la géographie ou les mathématiques sont enseignées. Et à partir de ce formulaire, nous mettons en ligne la candidature de l'établissement. Et les autres établissements peuvent aller regarder ce qu'il y a et se dire ah tiens, j'aimerais bien avoir un échange avec tel établissement qui a des élèves, peut-être ça pourrait marcher avec les miens, un projet peut-être qui pourrait fonctionner. L'idée c'est vraiment de favoriser les échanges directement d'établissement à établissement. Nous ne faisons que de la mise en relation, donc il n'y a pas de moyens associés, c'est très clair. Et il n'y a pas non plus de suivi de projet. Alors nous, on est très contents quand les établissements nous disent « Ah, on a fait un projet avec tel établissement, voilà ce que ça a donné, etc. » Mais on ne fait pas de fait de suivi de projet. Et du coup, il n'y a pas de requis au démarrage. Tout le monde peut postuler sur cette plateforme pour trouver un établissement partenaire. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Et alors si, je voulais présenter rapidement les ressources de TV5 Monde. J'ai le temps ou pas? Non. 2 mots. Bon, alors 2 mots. TV5 Monde, voilà qui est fait. Bon, je vais pas... Si je lance ça va être un peu long, je pense. Donc je sais qu'on n'est pas très en avance. Sachez que sur TV5 Monde, si vous tapez TV5 Monde / enseignement bilingue, vous allez arriver sur la page de TV5 Monde qui recense toutes les fiches pédagogiques à partir des ressources de TV5 Monde. Elles sont toutes adossées à des vidéos. Et vous avez des ressources, je l'ai dit tout à l'heure, pour les sciences. Alors il y a 2 collections sciences. L'art pour les jeunes enfants de primaire, des collections 8-10 ans. C'est niveau A2 de français pour à peu près toutes les fiches pédagogiques. Et ce que j'avais oublié, vous m'entendez toujours? Ça va? Attends, je le remplis. Voilà, ça va marcher. Ça y est. Ça y est pas. Allô, allô. Allô, allô. Bravo, merci. Donc il y a, ça y est, je me rappelle ce qui manquait. Donc il y a art, sciences, histoire et sport. Voilà. Donc sport, c'est un peu d'actualité, vous l'avez tous bien compris, je pense.
Donc ces fiches sont présentées par niveau, donc c'est A2 le niveau, par tranche d'âge, donc c'est adolescent 12-15 ans pour toutes les fiches, sauf les fiches art, qui sont pour les enfants plus petits, et il y en a en tout 25 à 30 fiches qui sont donc sur des points particuliers sur ces thématiques-là. Et elles ont été faites par nous, donc voilà, on est aussi content que TV5 Monde en fasse la promotion. Vous les retrouvez toutes sur le site Le Fil Plurilingue, par DNL. Elles sont toutes voilà, en faisant un filtre par DNL, vous pouvez les retrouver. Ceux qui sont dans mon atelier cet après-midi, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir pour les projets interdisciplinaires. Voilà, mais je ne m'étends pas plus parce que je sais que le temps est compté. Voilà. Mais merci beaucoup de votre attention. Et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est facile, Le Fil Plurilingue, il y a une petite boîte, nous contacter. Vous nous écrivez, on répond toujours. Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être en lien avec vous, puisqu'on travaille pour vous. Et donc voilà, c'est le fin mot de l'histoire. C'est le mot de la fin, pas le fin mot de le mot de la fin. Voilà, le fin mot de l'histoire. Merci infiniment à Véronique Boisseau de France Éducation Internationale. Beaucoup de mots importants, beaucoup de... J'en profite de parler français parce que certains d'entre vous ont la traduction. Oui, les ressources, avant de laisser la parole à Gaëlle, mais les ressources, bien sûr, fondamentales. Vous êtes beaucoup d'établissements, en tout cas en Colombie, mais je pense que pour mes collègues c'est pareil, à vouloir monter des projets avec des établissements français. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Là vous avez, après Picasso Mob en Équateur, vous avez aussi l'exemple de ce que peut proposer le fil plurilingue en ce sens. Effectivement, ça fait partie des enjeux, des défis du label France Éducation, c'est aussi d'internationaliser sa section bilingue. Donc ces outils-là sont à votre disposition et je pense que nous, dans les ambassades, on peut vous aider aussi, vous conseiller, vous guider pour les mettre en place. J'en profite pour donner une info pratique. Bien évidemment, on partagera les présentations de tous les collègues sur un drive. Il faudra nous laisser un petit peu de temps parce que je pense dans le courant du mois de juillet on vous enverra un message avec l'accès aux ressources, etc. Avec Marie-Fernanda, on bossera là-dessus. Et sans plus attendre, on continue avec nos partenaires. Et vous voyez le lien, AEFE, France Éducation Internationale, et là un autre partenaire fondamental au cœur du dispositif Label France Éducation, c'est le réseau Canopé, représenté aujourd'hui par Gaëlle Ledréau, en charge de l'internationalisation au réseau Canopé, qui, Gaëlle, réseau Canopé, est un opérateur, comme on dit, du ministère de l'Éducation nationale français. Voilà, je te laisse la parole, Gaëlle, merci infiniment pour ta présence et je te donne ce micro qui fonctionne. Je pense qu'il marche aussi. Ah oui, voilà, ça a l'air de marcher. Merci beaucoup. Buenos días. Es un muy gran placer y un honor estar aquí en Bogotá con vosotros. Pero voy a hablar en français, c'est mucho más fácil para mí. D'abord un très grand merci, merci Sébastien, merci Marie-Fernanda pour le travail, pour votre invitation, pour votre confiance. Alors effectivement, je suis Gaëlle Ledréau, je suis directeur de l'international de Réseau Canopé. Alors Réseau Canopé, on est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale français, effectivement. On a une mission au sein du système éducatif français qui est la formation continue des enseignants. Donc ça, c'est notre mission première. Notre spécialité, je dirais, ce sont toutes les compétences transversales. Tout ce qui va relever des pratiques innovantes, de transformer des pratiques de classe. Il y a quelques mots qui sont marqués ici. Effectivement, la transformation de l'éducation à l'ère du numérique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on est particulièrement impliqué. Quelques mots-clés, la pédagogie, ressources historiquement. Alors, pourquoi ressources? C'est ici, on va continuer sur les ressources. On est un producteur de ressources historiques. On était avant l'éditeur du ministère de l'Éducation nationale français, donc on garde cet ADN. Aujourd'hui, tout ça, c'est au service de la formation des enseignants. Alors, pourquoi est-ce que Canopé est ici avec le label France Éducation? Parce que historiquement aussi, depuis maintenant plusieurs années, on est un partenaire du label. Le ministère des Affaires étrangères nous a demandé effectivement d'intervenir et
de participer à cette belle aventure depuis 2014, donc le label 2012, je me rappelle la date qui a été donnée tout à l'heure, donc si ma mémoire est bonne pour nous, c'est à partir de 2014 qu'on intègre ce mouvement. Et l'idée au départ, c'était effectivement, Canopé va apporter des ressources, c'est la première chose. Donc évidemment, on apporte des ressources, mais assez rapidement, en tout cas tout de suite, on a souhaité associer la ressource avec la formation. Alors pourquoi? Eh bien parce que Réseau Canopé, comme son nom l'indique, c'est avant tout un réseau. Que le label France Éducation, c'est un réseau, et que nous avons dans nos valeurs fondamentales le mot de proximité. Donc en France, on est basé sur tout le territoire français, on a une centaine de lieux partout en France, et pour nous, la notion de proximité, elle est très très importante. Elle est essentielle parce que nous souhaitons être aux côtés des enseignants, au plus près d'eux, pour effectivement travailler avec eux sur comment est-ce qu'on transforme des pratiques de classe, comment est-ce qu'on va apporter de l'innovation dans la pédagogie, comment est-ce qu'on va proposer des nouvelles choses aux élèves pour rendre l'enseignement plus attrayant, en tout cas plus efficace, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Donc cette notion de proximité, elle est très forte, elle est importante pour nous, et on voulait effectivement transposer cette notion de proximité sur quelque chose qui est un grand défi, c'est un réseau à l'échelle mondiale. Donc comment est-ce qu'on fait quand on est répartis partout à travers le monde pour effectivement faire passer cette notion, ces valeurs de proximité? Alors, eh bien, on l'a fait effectivement déjà en proposant des ressources et en apportant les ressources sur le même site internet que celui auquel les enseignants français ont accès. Donc je préciserai ceci un peu plus tard, mais puis on aura l'occasion dans le cadre d'ateliers peut-être de façon plus précise de montrer exactement comment ça se passe. Et puis aussi en proposant des actions de formation, ou en tout cas des webinaires. On a toute une série de webinaires en ligne qu'on propose, je le repréciserai aussi tout à l'heure, qui permettent à tous les enseignants du label de se retrouver avec des formateurs de Canopé régulièrement et d'échanger, de travailler et d'avoir tout un programme tout au long de l'année de webinaires en ligne. Donc ça c'est sur le côté en ligne, et puis il y a aussi le présentiel, parce que régulièrement aussi on intervient à la demande de postes diplomatiques pour monter des sessions, des programmes de formation, des mini-séminaires. Donc on l'a fait en Angola, on l'a fait en Égypte, on le fait au Liban, on le fait en Espagne, où on intervient effectivement, et on va créer comme ça des moments. Et puis, dernière chose, on est présent aussi, il y a peu de temps on était en Tunisie, on s'est retrouvé aussi avec Véronique, où on participe à ces réunions du label France Éducation, où on essaye effectivement d'être présent, et ce sont des moments très forts, très importants, parce qu'effectivement, pour nous, voir ce réseau incarné avec des enseignants, des cas des établissements qui viennent et qui le font vivre, c'est essentiel. Alors c'est essentiel parce que à notre niveau, souvent, on a une vision un petit peu, comment dire, globale de ce label. On signe des conventions avec l'AEFE, on va en signer une prochainement dans lequel le volet label France Éducation est un pilier qui est inscrit. Mais tout ça, ça vit, et c'est vous qui le faites vivre, et c'est vraiment très intéressant de le voir et de l'expérimenter. Alors, les ressources que nous mettons à votre disposition. Donc les ressources, et là aussi on fera un document spécifique à l'issue de ce séminaire qu'on a, dans lequel on récapitulera à nouveau pour vous, et je pense que Sébastien, là, vous pourrez le transmettre de façon très précise à nouveau pour tous les établissements concernés. Donc vous avez accès à un volet très important de ressources. Donc chaque année, c'est le ministère des Affaires étrangères français qui finance cette mise à disposition de ressources via Canopé pour les établissements label France Éducation. Et donc vous y accédez via un site internet. Et là aussi, on a une série de ressources qui sont assez variées. Donc on va avoir des e-books que vous pouvez prendre et télécharger directement et qui sont à disposition de tous les enseignants. Vous avez des plateformes de vidéos à disposition. Donc on a pas mal de choses en vidéo, des programmes, donc c'est plusieurs centaines de vidéos qui vont être à la fois des vidéos pour permettre de faire la classe sur certains niveaux d'enseignement, plein de disciplines, donc français, sciences, technologie, etc. Des activités pour la classe, des propositions d'activités pour la classe, à chaque fois très commentées, donc souvent le format que ça prend, ça s'appelle des petits ateliers. Il y a des petits ateliers de mathématiques, des petits ateliers de théâtre, etc., des petits ateliers sur tout un tas de disciplines de sport, sur lesquels vous avez une vidéo de présentation de l'atelier et ensuite un déroulé, effectivement on explique comment on le met en place directement en classe. Et donc l'intérêt c'est que effectivement tout ça se déroule
en français, et vous avez tout le déroulé, effectivement, avec toutes les consignes, etc., qui vont être prises en français, et qui vont permettre effectivement une prise en main très rapide de ces activités, et leur mise en œuvre par les enseignants ensuite en classe. Des jeux. On propose aussi, on met à disposition des jeux, notamment là aussi sur les mathématiques, mais pas que, ou aussi des méthodologies pour créer du jeu, créer par exemple des escape games, beau joliment français aussi, je prends la suite, donc des escape games, donc comment on crée des escape games pour sa classe et comment on va le mettre en œuvre et comment on va faire jouer les élèves dans ce type d'activité. Donc là aussi on a tout ça, et puis des outillages aussi. Par exemple, comment créer des quiz, comment faire des activités interactives pour les élèves et pouvoir les diffuser assez facilement. Alors vous voyez, on a tout ce panel de typologies de ressources. Alors pourquoi est-ce qu'on a souhaité avoir cet éventail? Parce qu'on a une conviction, c'est qu'à travers ce type de ressources, on crée des leviers de transformation des pratiques de classe. Donc si on met à disposition par exemple des petites vidéos amusantes, etc., on va imaginer des mises en œuvre et des mises en situation pédagogique qui vont être différentes, en tout cas qui vont être innovantes et qui vont permettre aussi à l'enseignant et aux élèves de penser l'activité de classe différemment. Pareil pour les outils qu'on met en place, créer des quiz, créer des activités pour les élèves, ça vous y avez accès et je pense que c'est à chaque fois quelque chose de motivant à la fois pour l'enseignant et qui va produire quelque chose de différent aussi pour l'élève. Globalement aussi, à travers notre partenariat avec le label France Éducation, ce qu'on souhaite, c'est contribuer à faire de l'expérience d'apprentissage du français quelque chose de différenciant et le rendre différent par rapport aux autres langues aussi. Et donc c'est cet apport-là qu'on essaie de mettre et d'apporter dans le label. Alors, je reviendrai encore une fois et on refera un petit document très détaillé pour expliquer l'accès aux ressources. Donc il y a un site internet, je vous le mentionnais, c'est le même site internet que les enseignants français. Donc tout le monde va dessus, donc vous pouvez y avoir accès. Et ensuite, on vous diffuse, donc via les postes diplomatiques, via les services de coopération et d'action culturelle, chaque année, avec la nouvelle vague des établissements qui vont... Alors, il y a les renouvellements, et puis il y a les nouveaux entrants, donc c'est la semaine prochaine, je crois qu'il y a la commission de la semaine prochaine, ou la semaine d'après, pardon. Donc là, c'était 600... J'ai oublié le chiffre de Clarisse tout à l'heure, mais 652 ou un truc comme ça. Donc il y en aura, a priori, un nouveau, un nombre qui va encore augmenter. Donc chaque année, cette communauté grandit. Et donc on va réactualiser les ressources, on va réintégrer les accès pour tous les établissements qui rentrent, on va les renouveler pour ceux qui sont renouvelés, etc. Et donc ça va permettre de grandir. Et à chaque fois, on renvoie via les postes diplomatiques la procédure d'accès aux ressources, comment est-ce qu'on y accède, où est-ce que ça se trouve, etc. Et en fait, ces ressources, elles vont s'agréger dans la bibliothèque personnelle des enseignements du label. Donc sur notre site, ils ont une bibliothèque dédiée, ils cliquent et ils ont accès dessus à toutes les ressources qui sont accessibles et qui sont financées par le ministère des Affaires étrangères. Donc. Alors, on a aussi, effectivement, je le mentionnais tout à l'heure, un programme de webinaires. Donc chaque année, on a un comité, on travaille avec les équipes de l'AEFE, avec le ministère des Affaires étrangères, et on décide d'un programme de webinaire, donc les thématiques. Donc pour cette année, c'est ceci. C'était parce que la plupart sont terminés. Oui, je pense que le dernier, c'était la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Donc on travaille avec la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation de l'AEFE qui envoie le programme, les horaires, les liens de connexion au webinaire à tous les participants. Donc on se retrouve à l'occasion de ces webinaires et on a ces temps, ça dure en général 1 heure. Alors on a, si ma mémoire est bonne, le premier mercredi de chaque mois et l'horaire ça va être 10h du matin pour Bogota ou pour la Colombie. Et puis ensuite, bon, ça va varier, vous n'êtes pas tous de Colombie, si j'ai compris, donc il y a 9 pays. Les horaires, ça va être à peu près le matin pour l'Amérique latine. Et puis on a, je crois que c'est à 6h le matin, heure de Bogota, le premier vendredi de chaque mois, donc c'est un peu plus violent pour l'horaire, mais c'est pour les leftos, ça peut se faire. Donc on essaye effectivement d'avoir cette duplication parce qu'on couvre effectivement toute la planète, et donc on a des conditions
les aléas liés au décalage horaire. Donc voilà, donc on va repenser donc un nouveau programme, on va l'augmenter, donc on va reproposer effectivement ces temps qui pour nous sont importants parce que ce sont vraiment des temps où on incarne aussi le label. Là, c'est vraiment au niveau mondial. Et donc c'est vraiment venez, c'est super sympa, ce sont des moments assez forts et qu'on aime beaucoup. Et en fait, c'est cette volonté qu'on avait effectivement d'incarner, de ne pas uniquement mettre à disposition des ressources, mais aussi de faire vivre ces ressources à travers des temps où on se réunit autour de ces contenus. Et puis il y a beaucoup plus aussi, donc il y a, et là je reviendrai dessus cet après-midi, il y a beaucoup plus parce qu'en fait, de la même façon que vous pouvez accéder à des ressources dédiées qu'on vous met à disposition, on ouvre tout un tas de... Vous avez accès à tout un tas de services qui, pour les enseignants français, sont largement ouverts. Et nous, on est ravis si vous pouvez venir participer à ces... en tout cas, si vous pouvez utiliser des ressources, mais aussi si vous participez à des actions qu'on mène à destination des enseignants français. Donc j'ai mis ici des exemples de 3 grands services qui ont un grand succès actuellement en France et sur lesquels on a vraiment transformé notre façon d'aborder la notion de formation auprès des enseignants en France. Donc il y a une plateforme qui s'appelle Canotech, c'est de la micro-formation. Donc vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos pour penser la formation. Donc encore une fois, ce n'est pas disciplinaire, ce n'est pas linguistique, c'est vraiment penser la relation à la classe. Donc on va avoir des thématiques, par exemple, faire classe dehors. C'est quelque chose qui est ressorti. Donc faire classe dehors, ça veut dire faire classe différemment, parce que ça implique des démarches de pédagogie active, parce qu'on ne va pas faire la classe de la même façon que quand on est dans une salle de classe. On va proposer des activités différentes. Et ça n'a pas une entrée disciplinaire. Donc on va voir effectivement les notions de bien-être dans la classe, comment faire vivre la notion de bien-être auprès des élèves. Donc toutes ces choses-là sont vraiment décrites de façon très précise et en continu à travers des capsules vidéo, des infographies et aussi des webinaires. Alors les webinaires sont ouverts normalement aux enseignants français, mais on n'a pas de restriction. C'est-à-dire que vraiment on est ravis si vous avez des enseignants, si vous souhaitez vous connecter à ces webinaires. C'est le lien qu'on peut faire aussi entre le label et le système éducatif français qui nous ravit. Et ce sera vraiment une richesse pour tout le monde d'avoir de temps en temps, ou même très régulièrement, des collègues qui viennent de partout le monde et qui joignent ces webinaires, parce que je pense que c'est aussi ça qu'on veut promouvoir et qui va faire vivre et qui va aussi augmenter la valeur de nos webinaires pour nos enseignants en France. D'autres types de contenus auxquels vous avez accès, c'est une plateforme de podcast qui s'appelle Extra Classe. On a lancé ça juste après le Covid. Et, Canotech aussi, ça vient du Covid. C'est né au moment de la pandémie, où on a eu besoin de ce type de contenu pour la formation des enseignants. Extra Classe, c'est une plateforme de podcast où là aussi on va traiter des sujets liés à l'éducation de façon très large. Donc, je vous invite à aller voir, ce sont des podcasts, la qualité éditoriale est très bonne, et c'est une très très grande qualité éditoriale. Alors pourquoi? Alors c'est parce que historiquement, Canopé, ça je ne l'ai pas dit, on était la radio et la télévision éducative française. Donc ça c'est il y a quelques années, mais tous les programmes qu'on faisait à la radio et à la télévision pour l'éducation dans les années 50, 60, 70, 80, c'est nous qui les faisions. Donc on garde cet ADN, on a des équipes qui vont filmer, qui font des émissions radio, et donc on garde cette capacité. Donc il y a des choses de très grande qualité éditoriale, et on continue à faire ces podcasts. Donc là on a plusieurs centaines d'épisodes aujourd'hui disponibles sur des thématiques très très variées, mais qui parlent d'éducation. Et puis dernière chose, c'est un petit exemple, on en parlera aussi demain dans un atelier. Comme je vous le mentionnais, on est très attaché à tout ce qui a trait à l'innovation, la transformation à l'ère du numérique. Alors c'est pas une chose nouvelle, l'intelligence artificielle, parce que ça date il y a déjà quelques dizaines d'années. Simplement, on a été bouleversé par l'émergence ou l'arrivée des IA génératives. Et très rapidement, on s'est approprié le sujet. Donc en fait, dès janvier 2023, alors que ChatGPT, personne n'avait entendu parler avant décembre 2022, en janvier 2023, on a ouvert tout un tas de services pour penser l'impact
par exemple, que vont avoir les IA génératives en éducation. Donc, on en parlera demain dans un atelier qui sera dédié sur ce sujet, mais là aussi, on met à disposition, on propose des outils dédiés qui nous permettent de réfléchir à ces impacts, déjà de comprendre de quoi on parle, ce sont quoi ces fameuses intelligences artificielles, en quoi ça impacte l'éducation, et là l'impact il est gigantesque, et en quoi est-ce qu'on peut transformer ça aussi en pratique de classe et en usage pédagogique. Donc là aussi, c'est ouvert. Comme disait Sébastien, on partagera sur chaque petite image, normalement il y a un lien, et vous accédez, je sais pas, non, je peux pas, mais vous accédez directement au site et aux espaces dédiés, et donc vous avez à chaque fois le lien et la démarche qui vous mènera vers les plateformes et les liens dédiés. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pense que c'est à peu près l'heure. On aura l'occasion de parler. Je suis évidemment à votre disposition, ravi de vous apporter toute information complémentaire. Ravi également, encore une fois, si vous diffusez ces informations, parce que vraiment pour nous, c'est une grande richesse de pouvoir partager tout ça avec vous, d'avoir aussi des retours, des points de vue différents. C'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous fait avancer, et c'est l'idée qu'on veut avoir dans cette, aussi à travers le label France Éducation. Merci beaucoup. Si quelqu'un a une ou deux questions pour Véronique ou pour Gaël, on peut prendre ce temps. Il nous restera juste une présentation avant de pouvoir aller déjeuner de Thierry. Mais si vous avez une ou deux questions. Les webinaires, Gaël, Canotech, qui sont donc des webinaires pour les enseignants du système français, sont donc accessibles aux collègues du réseau Label France Éducation. Tout à fait. Ok. Alors, c'est possible que je reçoive. Alors, on n'a pas de restriction sur les D'accord. webinaires. Sur Canotech, il n'y a pas de restriction. C'est une plateforme ouverte à tout le monde. C'est une plateforme sur laquelle on a plein de vidéos, des trucs. C'est vraiment très très riche. Et sur ça, on a 3 typologies de contenu. Des courtes vidéos, des infographies. On a des courtes vidéos sur Canotech, on a des, donc comme je le disais, on a des séries, c'est de la micro-formation. Donc, alors pourquoi la micro-formation? Parce qu'on s'adapte aussi aux usages du web qu'ont les enseignants. Les enseignants, ceux qui arrivent maintenant en enseignant, ce sont ce qu'on appelle les digital natives. Il faut qu'on s'adapte aussi à leur mode leur temps disponible et à la façon dont ils aiment se former. C'est ce qu'on fait. Donc il y a des vidéos courtes, il y a des infographies courtes également, et puis on a des webinaires. Et pour les webinaires, on clique dessus, on clique sur le truc, sur le lien, ça nous amène vers le site et ça demande. Alors effectivement, il faut se créer un compte parce qu'on a besoin effectivement souvent il y a un nombre limité d'inscrits, c'est-à-dire qu'en fonction des webinaires, il y en a où on va dire on va prendre maximum 24 inscrits, d'autres qui ont un autre format, on ira jusqu'à 50, 60, ça dépend. Mais s'il y a de la place, vous y allez, vous vous inscrivez, puis on est ravis. Hein. Encore une fois, on ne souhaite pas limiter les accès aux enseignants français sur ces webinaires. Et puis s'il y a un succès, on en recommencera, je sais pas, on se débrouillera. Merci beaucoup Gaël. Bueno, je vais donner la parole à Maria pour introduire notre dernier segment de ce matin. Oui, ouais, bon, je sais pas. S'il n'y a pas de questions du Ah si, je sais pas s'il y avait d'autres questions, oui, pardon. Non, c'est bien. Alors du coup, j'en profite pour remercier Blandine, qui était notre interprète ce matin. Merci Blandine. Et Maria, je te laisse introduire la dernière. Sí, entonces, bueno, ya los que tenían los cascos pueden quitárselos. Seguimos en español. Hoy seguimos con nuestro speech y en este momento damos paso a la experiencia de un proyecto regional, proyecto ambiental América Latina, perdón, que reúne Argentina, Colombia y México. Y Costa Rica. Bueno, pues vamos a ser muy rápidos porque mientras pasaba escuché que ya les están tronando las tripitas, entonces como algunos ya tienen hambre o todos, pues vamos a ser muy rápidos. Parte de esta intervención
es pues que ustedes se integren a este proyecto. Este proyecto pues surge pues básicamente por la inquietud de algunos colegios labelizados de Chile, Argentina, Costa Rica y evidentemente Colombia. Argentina, claro. Y bueno, van de la mano con los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Y parte de la intención pues es que los estudiantes tengan un pensamiento crítico, que sean líderes, que participen y que nosotros como docentes pues los vayamos motivando a esta participación. Parte de los objetivos pues es que se pueda extender a otros países y a otros colegios que no necesariamente estén labelizados, es decir, que puedan participar todos y al mismo tiempo pues que ustedes se vayan integrando a la red de profesores de América Latina, que pues ya en algún momento les vamos a compartir los formularios o el código QR y algunas hojitas en papel para que lo realicen. Entonces pues sin más preámbulo, para que vean que sí soy rápido, les cedo la palabra a Vanessa. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa y bueno, justamente les voy a mostrar los ejes en los cuales se basa este proyecto del medio ambiente. Tenemos nuestro primer eje, que es el eje pedagógico. Aquí centramos al docente, pero no en el rol tradicional, sino más bien como este gestor y guía del estudiante. Aquí ponemos en el centro al estudiante, donde él va a ser el líder y él va a regular y al final del día va a enfocar y a decidir en qué objetivo es el que va a trabajar. El docente solamente lo va a ir guiando. Tenemos también en esta parte de la pedagogía, de nuestro eje pedagógico, la metodología EMIL, que es en la que se trabaja normalmente con las DNL, ¿no? Que es l'enseignement de matière intégrant une langue étrangère. Exactamente, muchas gracias. Y bueno, asimismo lo que se busca es la sistematización y divulgación de experiencias pedagógicas. Eso en cuanto a lo que es nuestro eje pedagógico. Después tenemos el eje institucional. Aquí, bueno, toda la comunidad debe de estar pues integrada, debe de estar enterada de lo que se está realizando digamos, en este proyecto de medio ambiente, para que le dé la difusión y la divulgación pertinente, que los agentes educativos estén inmersos en este proyecto. También, bueno, es articular con algunos proyectos que tengan de educación. En nuestro caso, en México, pues en nuestra institución tenemos una comisión de género. Entonces los proyectos que se desarrollan también deben de ir integrados o enfocados también en esa comisión. También formamos parte de la red PEA y también los proyectos que se realizan pues también deben de impactar en esa parte de los proyectos. Y bueno, los siguientes pues le voy a ceder la palabra a Shelly para que concluya. Bueno, ahí rápidamente les cuento que tenemos otro componente interinstitucional, que es cuando nosotros ya el proyecto que se ha desarrollado alrededor de cada institución se empieza a compartir con las otras instituciones. Que es lo que queremos hacer, pero ese encuentro no lo queremos hacer directamente entre docentes, sino entre estudiantes. O sea, que sean los estudiantes los gestores del proyecto y sean los estudiantes los que entren en contacto con los otros colegios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo las veces de mediadores en esa comunicación. Ahí es que yo quería hacer una invitación pública al Ministerio de Educación, porque ellos hicieron para la Filbo, que la Feria del Libro aquí en Bogotá, hicieron un pilotaje de sus centros de interés, donde traían docentes de todo el país, y estos docentes con proyectos encantadores, tanto de plurilingüismo, de muchísimos, de medio ambiente y demás, venían a trabajar esas experiencias, y podíamos ver cómo desde los territorios y desde la ruralidad inclusive ya tenían un desarrollo de proyectos maravillosos. Uno de ellos, por ejemplo, todo lo que hacen alrededor de la papa,
que incluso lo están haciendo intercambios con Alemania, y entonces son esos estudiantes los que vendrían a hacer, digamos, las capacitaciones y los procesos con los otros colegios, que es como lo que queremos hacer, y para que entremos también en esa alianza, porque lo que queremos es que el proyecto sea lo que se está trabajando, y la francofonía, el francés, el medio por el que lo estamos articulando. Y ya en la parte personal, pues estamos hablando de lo que es un proyecto de vida. Ahí es donde nos estamos perfilando, estamos pensando en las competencias del siglo XXI, de crear líderes, de crear gestores, emprendedores, personas que trabajen en equipo, personas que sean empáticas, y pues eso es lo que estamos trabajando con perspectiva a los estudiantes. Bueno, y pues todo lo que tiene que ver con la ciudadanía sostenible. Para finalizar rápidamente las etapas, nosotros tenemos, dentro de este proyecto tenemos una primera etapa que es la formación de los estudiantes, pero desde la formación de gestión y de líderes. Mira, ahí también está el anglicismo, Sebastián. Estamos todos sincronizados. Pero bueno, entonces ahí digamos que es lo que queremos, darle a conocer a los estudiantes, hacer un poquito como de clase invertida, y en esa clase invertida que sean ellos mismos, dentro del conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, quienes decidan su proyecto y quienes lo gesten. Entonces para eso vamos a generar como un espacio. Luego hay una formación para los docentes, no necesariamente tienen que ser docentes de ciencias, porque es que los objetivos de desarrollo sostenible nos competen a todos los ciudadanos del planeta. En ese sentido, quien quiera, para que trabajemos un poquito eso. La definición de un proyecto, cómo articulamos ese proyecto en la institución, que lo vamos a ver un poquito más el día de mañana en los talleres, quienes van a asistir a nuestros talleres. El rol que tiene cada persona dentro de ese grupo, y los proyectos entre los colegios, y pues obviamente como una sistematización pequeñita que sería como una especie de revista, pero pues eso está todavía en proceso. Y cerrando, para que podamos ir a almorzar, quienes quieran vincularse a nuestra red, ahí está el código QR, y quien no tenga acceso a internet, tranquilos que ahí tenemos formularios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a explicar en español rápidamente, espero que vaya a ser clara. Es que la idea es poner a disposición de todas las escuelas bilingües, que sea con el sello Label France Education o no, es para todas las secciones bilingües del mundo, la posibilidad de encontrar a otro establecimiento, otra escuela o otra clase en otra parte del mundo, para hacer un proyecto común. Cualquier sea el proyecto, la idea es que hay dos maneras de encontrar a otra clase. La primera es consultar la mapa interactiva que está en el sitio, que se puede ver cuando hice la presentación. Y entonces en esta mapa hay los 26 escuelas, clases que quisieran hacer un proyecto con otra clase. Entonces, si le interesa una clase, porque se puede tener informaciones sobre cuál proyecto, cuál es la idea del proyecto, cuál es el nivel de los alumnos, cuál es la disciplina no lingüística enseñada, etcétera, etcétera. Se puede entonces elegir una clase, una escuela, y entonces escribirnos para que se ponga en conexión las dos escuelas. Y después ya nuestro papel es terminado y las escuelas van a interactuar juntas para definir un proyecto. Es la primera posibilidad. La segunda posibilidad, si no se encuentra sobre la mapa interactiva, se puede llenar un formulario que está en el sitio para describir su proyecto, su clase, su nivel, etcétera, etcétera, y lo ponemos en el mapa, y entonces otras escuelas pueden ver y elegir este programa. En paralelo, lo pasamos a la región académica de Francia de Auvergne-Rhône-Alpes, que puede ver si hay una escuela francesa interesada. Pero como lo mencioné antes,
hay poca escuela considerando el número de candidatos, gracias, candidatos. Entonces vamos a promover la interacción entre escuelas del mundo de secciones bilingües en el mundo. Sí, por supuesto. Sí, me gustaría añadir una cosa, porque entiendo que es una cosa muy importante, los encuentros entre clases. Y quiero decir que existe un programa en Europa que se llama eTwinning. Claro, estamos lejos de Europa aquí, pero las escuelas de red AEF son elegibles al programa eTwinning. Y quiere decir que cuando si una escuela hace una clase de un liceo francés, abre un proyecto eTwinning, puede invitar cualquier clase, cualquier sea. Pues es una posibilidad también de crear vínculos entre las clases tras clases de la AEF. Puede ser una manera de crear contactos y redes entre clases que enseñan el francés. Muchísimas gracias, Gael. Solo para estar claro, entonces a través de la posibilidad de un liceo francés de acceder a eTwinning fuera de Europa, se puede crear como un proyecto con colegios locales de nuestros países de trabajo. Ah, ok, muy interesante, muy interesante. Teníamos una pregunta aquí. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Pamela Olivares desde Chile. Nosotros somos el primer colegio con el sello Label France Education de 2012 y entonces vimos todo este recorrido de Canopé que fue abierto en el momento en que no lo estaba en 2012 y pudimos trabajar con todas estas herramientas. Sin embargo, y veo un poco el paralelo con Colombia, donde se ha bajado mucho el francés en la educación pública. Y en Chile, por ejemplo, no se pueden contratar profesores franceses o que vienen de Francia, que recién terminaron su universidad, porque no tienen un diploma chileno. Y la carrera de francés en Chile está bajando enormemente. Entonces quería saber si en Colombia, ya que están replanteando a través de la Secretaría Ministerial o Ministerio, tienen esa oportunidad para profesores franceses de hacer 1 año, 2 años aquí en un colegio público, ¿no?, en Colombia, porque también hace parte del intercambio cultural, ¿no?, de tener un francoparlante o estudiantes franceses que vengan a trabajar, ¿no?, y a conocer otras culturas latinoamericanas. Entonces quería saber si eso estaba implementado o pensado desde Colombia, ya que están ustedes aquí presentes, porque desde Chile es imposible, incluso en un colegio privado, a nivel ministerial, es imposible contratar como tal, mantener un contrato a un docente. Y yo creo que también hace parte también del legado de América Latina a nivel de la pedagogía o de cómo ver la vida, digamos, a otras poblaciones de Europa. Y entonces quería saber eso, si habían considerado esto para poder avanzar. Gracias. Muy buenas tardes de nuevo. Y pues bueno, aquí lo podemos ver de 2 maneras. Lo primero es, si hablas de extranjeros, el sistema de convalidaciones. El sistema de convalidaciones a partir pues de la carrera que tengan. Si la persona viene de Francia, si viene de Canadá, si viene a trabajar como docente, sí debe tener, aquí pues le llamamos la licenciatura, ¿no? Licenciatura y pues la disciplina. Pero pues si es una persona que tiene una carrera, no sé, como algún ingeniero, algún antropólogo, pues debe hacer algún tipo de estudio en educación para acercarse, ¿no? Pero pues también tiene la posibilidad luego de convalidación de poder acercarse al sector. En inicio, a nivel superior y privado, ¿sí? En la medida de que, por ejemplo, para presentarse a magisterio, pues usted sí tiene que tener unas condiciones como ciudadano, ¿sí? Entonces, como ciudadano o teniendo la residencia, ¿sí?
y además la convalidación de estudios. Usted debe tener convalidación de estudios, por ejemplo aquí las personas que hayan estudiado fuera saben que dentro del ministerio tienen que hacer pues todo un proceso y un trámite para que esos estudios a partir de los sistemas de acreditación pues se haga la homologación pertinente, de acuerdo como a las escalas que hay aquí que se manejan desde educación superior, y pues de acuerdo a eso se convalida, ¿no? Por eso el sistema de créditos. Pero esas son las maneras que se harían como desde lo público, lo privado, desde el sistema oficial y desde preescolar básica y media y desde superior. Muchas gracias. Gracias, Rocío. No sé, no es exactamente, no es una respuesta, pero manejamos también aquí en Colombia algo que puede acercarnos, pues, de este sentido, es el programa de asistentes de idiomas, también, que es un programa bilateral aquí bastante potente en Colombia desde hace como más de 30 años. Recibimos cada año a 20 asistentes de idiomas franceses, pero que más que nada trabajan en las licenciaturas de francés de las universidades. Yo estoy pensando cada día cómo podríamos abrir este programa para que esos asistentes puedan también trabajar en los colegios públicos. Siempre hablo de públicos, no olvido a los privados, pero los recursos son diferentes, por supuesto. Es la dificultad que tenemos. Y cada año enviamos, pues este año especialmente, a 84 colombianos a Francia como asistente de idioma español. Por supuesto, desde el punto de vista más como político de estrategia lingüísticas, esperamos que sea una inversión en futuros profesores de francés que han como pasado este intercambio cultural, conocimiento del sistema educativo del otro país, por supuesto, pero también a través de este programa tenemos algo que podemos como desarrollar, pensar mecanismos más amplios, porque sé que también nosotros, pues, miro a Caroline, pero también tuvimos programas como el programa Jules Verne, que permitía pues, a profesores franceses de llegar a otro país, pero es muy difícil de poner en marcha porque pues, faltan recursos. Hay una falta de profesores en general en Francia también, y los liceos franceses aquí lo saben bien, es más difícil, cada vez más difícil de hacer llegar profesores de francés del sistema educativo francés, porque faltamos profesores en Francia de cualquier disciplina, pues. No sé, hablo bajo el control de una inspectora de la educación nacional, pero es un problema, hay una tensión real en la educación, incluso en Francia. Última pregunta, Alfonso. Pues dos últimas, si son rápidas. Respuesta un poco a lo que están mencionando ahorita, por eso les okay. hacer la intervención. Sí, es lo mismo. Yo ok. También represento okay. Con un micrófono. Muchas gracias. Bueno, en realidad este es un punto. También soy representante, vengo aquí con la delegación chilena. Comparto el panorama que Pamela ha hecho evidente recientemente, o sea, recién ahora. Y el punto, según lo vemos nosotros, pasa más bien por la voluntad de las autoridades de educación. En mi caso, yo, aparte de representar al colegio Antoine de Saint-Exupéry de Coyhaique, también soy presidenta de la Asociación de Profesores de Francés de Chile. Y la verdad es que es una, digámoslo, una batalla, de alguna manera, que hemos lidiado por años nosotros, junto al Instituto Francés, a la Attaché de Cooperación Linguistique, que siempre con la mayor voluntad nos ha acompañado en estas tratativas frente al gobierno, a las autoridades de educación. Y yo creo que es ahí donde pasa todo esto. ¿Por qué no se puede capacitar, habilitar, homologar y dar acceso a profesionales francófonos, ¿cierto? Que tengan pedagogía o que se les pueda nivelar de alguna manera? Y efectivamente, a raíz de que en nuestro país no incluye, teníamos un pasado de francés riquísimo, ahora precisamente a partir de los 90, el mismo panorama que han presentado aquí, es de la región en realidad el programa, digamos el síntoma o el panorama. A partir de eso, claro, es voluntario, son pocas las escuelas que enseñan en francés, las hay. Nuestro colegio es el único colegio
que no siendo privado enseña francés en la región. No sé si más me explicó la directora y la coordinadora pedagógica. Pero claro, profesores se forman, salen al año 4, una sola universidad forma profesores de francés en Chile, 4 profesores al año, cada 2 años a veces. Entonces, claro, es difícil. Pero yo creo que aquí ustedes sí tuvieron y tienen el apoyo de las autoridades del Ministerio de Educación. Es así, ¿no? Así que un aplauso por eso. Y la verdad es que eso no se puede copiar, tiene que pasar por las autoridades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es importante compartir. Doy la palabra, última palabra, diciendo que también, pues, Estilo Informaciones, también manejamos con la Alianza Francesa de Bogotá un programa que se llama Prof Más, Prof Plus, que es un programa de apoyo a las licenciaturas de idioma extranjeras, que quieren como potenciar la formación de los futuros docentes de francés. Entonces hay un enfoque muy importante en la caracterización, un análisis de los contenidos, de formación, etcétera, de estructura, para que podamos apoyarles con una mira pues muy benevolente. Es un trabajo de colaboración para que podamos apoyarles a potenciar la formación de los futuros profesores de francés también, para pues decirles también que sí se puede enseñar francés en Colombia, que tenemos suerte de tener efectivamente un apoyo bastante fuerte del Ministerio ahora dentro del plan de desarrollo actual para el plurilingüismo, y que tenemos tener estas puentes de conexiones con las licenciaturas que todavía están, bueno, intentamos apoyar también en términos de internacionalización para que sean en contacto con otras universidades francesas que tienen lo que llamamos los INSPE, que son los Instituts Nationaux de Formación des Enseignants, para ver cómo podemos pues, crear esos puentes para que tengamos a profesores también franceses que un día vendrán en Colombia a hacer unas prácticas. Es muy importante para nosotros, no es fácil, pero pues intentamos también de trabajar de esta manera con este programa Prof Más. Última palabra y desayuno, almuerzo. Gracias. Bueno, yo hago parte del Colegio de la Candelaria, que es una institución pública de acá de Bogotá. Y cuando yo llegué hace 7 años, recuerdo que conocí por primera vez el espacio del aula de inmersión, que me pareció muy interesante. Y en ese momento contábamos con un cooperante francés. Encuentro que era un espacio bastante interesante porque es justamente lo que mencionan las compañeras, ese acercamiento al francoparlante, o sea, es tener el acercamiento de primera mano con la lengua francesa. Entiendo que por diferentes situaciones de Secretaría de Educación, del Ministerio, de Recursos, de cambio de administración, y sé que en Latinoamérica tiende mucho a pasar eso, sobre todo en la parte pública, ¿no? Que se van perdiendo recursos o convenios y van desapareciendo a veces esas figuras. Pues perdimos eso, que me parecía a mí positivo. Era un espacio, lo único que tenía, que yo encuentro débil, es que no siempre nos garantizaban que fuera un docente. Entonces como que ese componente pedagógico se podía ir perdiendo en las clases, pero era muy interesante en cuanto a la parte lingüística. Me parece que es de resaltar que estos espacios nos permiten, sobre todo, por ejemplo, como América Latina, conocer de qué manera se pueden llegar a esos acuerdos. Pienso que para las compañeras de Chile podría ser un aporte interesante, porque esto se hace o se hizo desde el aula de inmersión, que era algo puntual que trabajábamos, o que es algo puntual que trabajamos en Bogotá, que también se han venido perdiendo recursos, y también es importante como no dejar caer esas cosas, porque se necesitan docentes, se necesita la posibilidad de intercambios, y desde allí, desde este proyecto que ya está fundamentado hace años, me parece que se puede fortalecer. Y retomando también lo que tú mencionas del apoyo de los cooperantes en las universidades, en mi universidad, que soy egresada de la UPTC, una universidad de Tunja, contamos con el apoyo de eso, y me parece muy interesante. Como estudiante me parece que nos aportó muchísimo, y también es una buena manera de como trabajar todos en pro de la mejora del francés. Muchísimas gracias.
Bueno, aquí estamos. Momento de la pausa. Muchísimas gracias.